Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2021. Je voudrais revenir sur l'état de la pandémie de Covid-19 en France et dans le monde occidental. Parce que la situation s'aggrave. Elle ne s'aggrave pas en nombre de décès. Heureusement, le nombre de décès ne cesse de diminuer. Elle s'aggrave quant aux perspectives apocalyptiques que certains éprouvent encore et de nouveau le besoin de faire valoir à la population en invoquant une quatrième vague absolument terrifiante qui arrive. Elle s'aggrave surtout en matière politique, puisqu'en réalité, il apparaît de plus en plus clairement maintenant, avec le recul du temps, que toute cette affaire est d'abord et avant tout une affaire non pas médicale et sanitaire, mais d'abord une affaire politique. On l'avait d'ailleurs déjà vu. C'est-à-dire que normalement, dans un pays civilisé, avec une démocratie civilisée, normalement, on aurait dû avoir des débats scientifiques de haut niveau et non pas des débats hystérisés. On a l'impression que dès que vous avez remis en cause le narratif officiel concernant cette pandémie, vous étiez immédiatement traité de complotiste, de conspirationniste. Vous connaissez ça par cœur. Alors, aujourd'hui, en ce début juillet 2021, la situation est quand même inquiétante parce que on entend des voix ici ou là qui nous annoncent que ça va être terrible, qu'il y a une quatrième voie du variant Delta qui arrive. Monsieur Olivier Véran nous l'annonce pour l'automne, puis nous l'annonce peut-être même pour la fin juillet. Et puis il laisse entendre qu'il va peut-être falloir rendre obligatoire le vaccin pour les personnels soignants. Et puis après ça, on a l'inénarrable haut commissaire au plan, M. François Bayrou, alias l'homme qui bouffe à tous les râteliers, comme toute la France l'appelle, qui va sur le grand jury à la radio et commence à nous dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avoir la vaccination obligatoire par tout le monde. Il a même utilisé cette image assez osée que c'était la seule digue contre la vague qui nous pend au nez. Il n'a aucune compétence en matière médicale. Et puis maintenant, on nous dit que le Premier ministre pourrait lui-même annoncer une vaccination obligatoire pour tout le monde à l'automne. Alors, premièrement, cette vaccination obligatoire, c'est illégal. Je rappelle que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe l'a fermement, par un vote à l'Assemblée parlementaire, a fermement déconseillé aux États de le faire. Je rappelle aussi qu'il y a un principe de base, c'est que les gens sont maîtres de leur corps. A fortiori, lorsqu'il s'agit de vaccins qui ne bénéficient pour l'instant que d'une AMM, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Conditionnée à quoi ? Conditionnée aux tests et aux essais qui continuent d'être effectués et qui se termineront en phase 4 au plus tôt, je crois, en 2022, mais pour la plupart des vaccins en 2023 ou 2024. Cela signifie donc très exactement que les personnes qui se font inoculer les vaccins participent à un test. Certains esprits caustiques parlent de cobayes, mais c'est quand même le cas. J'ajoute qu'il faut bien préciser que les fabricants de ces vaccins ont veillé à ne pas pouvoir être poursuivis en justice. Ils ont dégagé toute responsabilité sur les conséquences à court terme, moyen terme ou long terme de ces vaccins qu'ils fabriquent. Je me permets d'insister encore une fois. On dit aux Français qui ne veulent pas se faire vacciner qu'ils sont irresponsables, mais ceux qui fabriquent n'acceptent aucune responsabilité sur les conséquences des produits qu'ils vendent. Qui est irresponsable en la matière ? Celui qui fabrique, et également les États. Du reste, un autre argument qui montre le caractère très politique et finalement fort peu scientifique de toutes ces affaires. Deux autres éléments. Le premier, c'est qu'on voit, par exemple, pour l'Euro de foot, on a vu que des dizaines de milliers de spectateurs pouvaient être là, sans masque, en train de regarder les épreuves de foot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement les organisateurs de l'Euro de foot 2021, ils ont des contrats, ils ont des contraintes financières énormes. Et donc les contraintes financières des organisateurs de l'Euro 2021
comme de ceux des Jeux olympiques au Japon dans quelques semaines, eh bien ces contraintes vont en choc frontal avec les contraintes ou les appétits de Big Pharma. Et donc on voit que les gouvernements, dans ce genre de circonstances, eh bien ils sont comme une poule qui a trouvé un couteau, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire qu'ils font preuve soudain d'un laxisme extraordinaire. On voit des dizaines de milliers de personnes qui assistent à des matchs, alors que lorsqu'il y a quelques dizaines ou centaines de jeunes à Redon en Ille-et-Vilaine, on leur tape dessus, on arrache une main. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas grand-chose de scientifique là-dedans, mais il y a surtout des appétits économiques et financiers. Et puis, il y a aussi des questions géopolitiques, parce que la deuxième preuve que ça n'est pas très scientifique, c'est de constater qu'à l'heure même où je parle, les vaccins russes, le Sputnik V, ou chinois, le Sinovac, sont toujours en attente d'autorisation. Voilà. Ça veut donc dire que, en fait, non seulement on veut imposer aux Français d'avoir des vaccins, mais on leur laisse même pas le choix des dits vaccins. Et l'on voit bien que ce qui se cache derrière, ce sont de sourdes luttes d'influence géopolitique, géosanitaire, si je peux utiliser cette expression, et également économique et financière. Et puis encore un troisième argument qui va dans le même sens de ce diagnostic, c'est que on peut constater qu'à chaque fois que ça a été possible, les autorités gouvernementales des pays membres de l'OCDE ont toujours préféré des médicaments extrêmement chers aux médicaments gratuits. On a interdit l'hydroxychloroquine et l'ivermectine pour l'utilisation contre la Covid-19, mais en revanche, on a autorisé comme ça, quasiment sans aucun recul sur un médicament nouveau, le remdesivir, qui a coûté plus d'1 milliard d'euros à la collectivité européenne, c'est-à-dire en fait aux États membres qui payent l'Union européenne, et tout ceci le temps d'écluser les stocks. Et puis une fois que ça a été éclusé, d'un seul coup, on s'est aperçu que ça ne marchait pas et donc on n'a pas renouvelé la commande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière tout ça, on ne peut pas le savoir maintenant, mais il est certain que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on verra apparaître des scandales rétrospectifs où l'on apprendra qu'il y a des responsables, notamment au sein des institutions européennes, mais peut-être aussi au sein des gouvernements nationaux, qui se sont mis plein d'argent dans les poches, au passage, dans cette espèce de maelstrom d'ordres, de contre-ordres, d'avis tous divers et variés, et au bout duquel, finalement, c'était des grandes sommes d'argent qui ont circulé. Alors, on nous fait valoir qu'il va y avoir une nouvelle vague d'un variant Delta. On nous dit que ça se développe à toute allure au Royaume-Uni. En l'état actuel des connaissances, il semble que ce nouveau virus, variant Delta, et ainsi qu'un Delta plus en Inde, si j'ai bien compris, en fait, ont un taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité, qui est très faible et qui est encore plus faible que la première version de la Covid-19. Il paraît d'ailleurs que c'est un principe assez général, c'est que lorsque les variants se multiplient, ils ont, paraît-il, une moindre toxicité. Je ne sais pas si c'est vrai. Quoi qu'il en soit, on assiste donc à une recrudescence de personnes qui sont infectées par le variant Delta, en Israël, au Royaume-Uni, etc., dans des pays qui sont très largement vaccinés. Mais cette recrudescence drastique ne se traduit pas par un nombre de morts comparable. À tel point d'ailleurs que désormais, dans un certain nombre de pays, ça va être le cas au Royaume-Uni, je crois que c'est le cas déjà dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique, ils vont découpler l'analyse des infections de l'analyse des décès. Avant, il y avait une espèce de martingale mathématique qui avait été établie. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a eu un découplage. Et au Royaume-Uni, ils ne donneront plus au jour le jour le nombre de personnes infectées. Ils ne garderont que le nombre de personnes décédées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce nouveau virus qui est déjà présent en France va sans doute se développer en France. Mais il n'y a pas, a priori, d'inquiétude extraordinaire à avoir, puisque quand on voit ce qui se passe dans les pays étrangers, on n'a pas l'impression qu'il y ait péril en la demeure. Mais néanmoins, les responsables politiques, les dirigeants politiques et un certain nombre de médecins, journalistes qui se produisent sur les plateaux tirent la sonnette d'alarme et disent qu'il faut absolument vacciner tout le monde. On a même vu d'ailleurs le responsable de l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine qui a dit que toutes les personnes qui n'étaient pas vaccinées seraient contaminées par
ce virus, ce variant Delta, ce qui est absolument faux. C'est une fake news diffusée par, je crois, BFM TV. Ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est quoi? Eh bien, on assiste au fait que tous les principes fondateurs, les fondements même de la médecine, du moins de la médecine occidentale, sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Le secret médical est de moins en moins respecté. D'ailleurs, c'est le risque du pass sanitaire. Vous avez peut-être vu que là, il y a un projet gouvernemental qui permettrait de transférer à chaque médecin traitant la liste de ses patients qui font partie de sa patientèle, de sa clientèle, et de lui indiquer à chaque médecin traitant quels sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Actuellement, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, est en train d'étudier le dossier. C'est quand même extrêmement attentatoire aux libertés publiques. Deuxièmement, la liberté de prescription. C'est le b.a.-ba dans la médecine. Quelqu'un qui a passé son doctorat de médecine, qui a prêté le serment d'Hippocrate, doit avoir la liberté de prescrire. Il peut avoir de l'expérience, il peut avoir de l'intuition, du flair, il connaît les malades les uns et les autres, et donc il peut estimer qu'il faut essayer tel ou tel traitement. La médecine n'est pas une science toujours parfaitement exacte. Il faut qu'il y ait aussi l'intuition sur ce qui peut marcher ou pas marcher en fonction de tel ou tel malade. La troisième chose, c'est la nécessité des traitements. Le principe même d'un médecin, c'est qu'il doit tout faire pour essayer d'améliorer la situation d'un malade. C'est sa vocation, c'est sa raison d'être. Je ne crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire une injonction faite comme celle par le gouvernement français qui a été d'interdire à des médecins de prescrire des médicaments comme l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine ou comme l'ivermectine, qui dans le pire des cas n'avaient qu'un effet placebo, mais qui dans le meilleur des cas pouvaient soigner les malades. On a interdit à des médecins de le faire en les empêchant de traiter leurs malades. Le seul viatique, c'était du Doliprane et retour à la maison, alors même que l'on sait que le Doliprane a d'ailleurs des effets nocifs bien supérieurs à ceux de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, si on exagère quant à la posologie. Également, autre principe fondamental piétiné, le consentement éclairé des patients. Éclairé, ça veut dire qu'on explique aux patients « je vais vous donner ce médicament, je vais vous prescrire ce vaccin, mais voilà ce à quoi il faut que vous vous attendiez ». Et notamment sur les vaccins, il doit être bien précisé aux patients quels sont les effets nocifs qui peuvent avoir lieu. Il doit être bien précisé qu'un patient a le droit, c'est un droit inaliénable, de refuser qu'on injecte dans son corps une substance qu'il ne veut pas avoir. Et il a également le médecin doit prévenir le patient des conséquences juridiques à venir en cas d'effets nocifs, voire, dans le pire des cas, de décès. Et de ce point de vue-là, il faut absolument que tout le monde sache que ces vaccins n'en sont qu'à la procédure dite d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Ils n'en sont qu'à une phase 3. Il n'y a pas la phase 4 qui a été achevée. On aura une autorisation définitive selon les vaccins en 2022, 2023 ou 2024. Et le pire, c'est que les fabricants de ces vaccins, les laboratoires, se sont arrangés pour que eux n'encourent aucune responsabilité. C'est bien précisé partout. Ils n'ont aucune responsabilité et les États essayent de se débiner également. Comment peut-on reprocher à des citoyens de refuser de se laisser injecter dans le corps des vaccins qui en sont encore au stade de l'essai clinique, qui doivent être normalement testés sur encore plusieurs années avant d'être considérés comme valables, efficaces et sans effet nocif excessif? Eh bien, comment peut-on reprocher à un citoyen d'avoir des doutes et de refuser de se laisser injecter un tel produit dans la mesure où le fabricant refuse de prendre toute responsabilité à sa charge si ça se passe mal? On reproche aux quelques 50% de Français qui ont encore refusé ou qui n'ont pas encore fait la première injection,
On leur reproche d'être des irresponsables. On leur reproche bientôt tous les péchés du monde. Je vois que l'on commence à reprocher à des gens qui ne sont pas vaccinés que des vaccinés pourraient être malades. Enfin, c'est incroyable. S'ils sont vaccinés normalement, c'est bien. Si on nous a dit qu'il y avait des taux d'efficacité de 90-95%, voilà que l'on voit le PDG de Moderna qui commence à parler maintenant sur les nouveaux variants d'un taux de 60%, 50%. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il pourrait y avoir 40 à 50% des personnes infectées qui pourraient être justement infectées par ces nouveaux variants. On n'en sait rien en définitive sur le pourcentage d'efficacité. Tout ça ne vient que de documents promotionnels qui ont été effectués quasi exclusivement par les fabricants au moment du lancement du vaccin. Alors, ce qui est le plus grave de tout ça, c'est que on voit que le gouvernement a une politique qui tente à exacerber une partie de la population contre l'autre. On est en train de montrer du doigt les non-vaccinés, dont je fais partie, parce que j'estime que je ne veux pas, moi, à me faire vacciner tant que je n'ai pas vu les résultats sur 2 ou 3 ou 4 ans. Attendons 2023, la fin des tests. J'ai le droit. On est en train de montrer les personnes non vaccinées comme étant des mauvais citoyens, des personnes qui favoriseraient le développement de nouveaux variants. Et en fait, on essaie de monter les personnes vaccinées contre les personnes non vaccinées. C'est totalement irresponsable que de se lancer là-dedans. Au passage, d'ailleurs, pendant que l'on parle de toutes ces affaires, on ne parle pas du reste. On ne parle pas de l'euro, la situation de la monnaie euro, que seuls quelques spécialistes et l'UPR essaient d'en parler aux Français. Mais personne dans les grands médias ne tire la sonnette d'alarme sur ce qui est en train de se passer avec la nouvelle politique que veulent maintenant imposer les Allemands et donc qui risque d'amener à une crise énorme de l'euro à partir de l'année prochaine. On ne parle pas non plus des conflits croissants avec la Russie. On a appris ces jours-ci que Vladimir Poutine, par rétorsion contre toutes les sanctions, a décidé de retirer l'appellation champagne ou champagne français pour pénaliser nos exportations vers la Russie. Et ça n'est qu'un petit détail, parce que ce que l'on voit aussi, ce sont les manœuvres, comme Sea Breeze 2021, cette manœuvre de l'OTAN avec 5000 soldats, 30 bâtiments de guerre, des bâtiments de l'OTAN, et d'ailleurs la France fait partie de tout ça, qui va narguer l'ours russe jusque sous les narines, à quelques kilomètres des côtes de Crimée, comme l'ont fait un navire britannique puis un navire néerlandais. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'effondrement de notre industrie, on ne parle pas non plus des succès engrangés par le Brexit, qui se passe beaucoup mieux que ce que l'on nous avait dit. On ne parle pas non plus des grands sujets qui devraient maintenant être sur la table, puisque nous sommes maintenant à moins de 10 mois de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la construction européenne, stop ou encore. C'est quand même le grand débat qui devrait avoir lieu. Et tout est fait pour le cacher aux Français. Je terminerai sur le pass sanitaire, qui est, j'allais dire, l'aboutissement de toutes ces opérations. Le pass sanitaire qui consiste à trier les bons citoyens des mauvais. Le pass sanitaire qui consiste à mettre d'un côté ceux qui auront été vaccinés ou ceux qui auront eu des tests non positifs quelques jours auparavant, et puis le reste. Voilà. Je suis tout à fait scandalisé par cette affaire. Encore une fois, il s'agit d'une maladie qui est peu mortelle. C'est une maladie qui touche principalement les plus de 70 ans ayant des facteurs de comorbidité. Donc que les personnes de plus de 65-70 ans se fassent vacciner en masse, ça peut se comprendre parce qu'il semble, dans l'état actuel des recherches, que le bénéfice est supérieur au risque. Mais en revanche, pour les personnes les plus jeunes, ça n'est pas normal de les forcer à le faire. Quant au pass vaccinal et sanitaire, c'est le doigt dans l'engrenage d'une surveillance généralisée de la population. Est-ce que vous croyez vraiment que si le gouvernement français, comme d'ailleurs les gouvernements occidentaux, imposent cela aux populations, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont, dans 3 ou dans 5 ans, renoncer à ce contrôle de la population ?
Ce qui met la puce à l'oreille, c'est que ces projets sont extrêmement occidentaux, si j'ose dire. Ils sont particulièrement limités aux pays de l'OCDE, de l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire en gros les États-Unis et le Canada, l'Amérique du Nord, et puis l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée. C'est à peu près ça. Je note en revanche qu'il y a des zones entières sur la planète, comme notamment l'Afrique, le Moyen-Orient, l'ensemble du sous-continent indien, l'Amérique latine, où il n'y a pas toutes ces mesures, du moins pas aussi drastiques, où l'on continue à développer des médicaments alternatifs, des traitements à base d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, d'ivermectine. Et je constate que dans tous ces pays, le taux de mort par million d'habitants est très très inférieur au taux de mort par million d'habitants que l'on trouve en moyenne dans les pays de l'OCDE. Voilà. Alors, dernier point, j'espère que Macron n'a pas derrière la tête, parmi ces mesures difficiles qu'il nous a annoncées le 4 décembre dernier sur Brut ou le 3 juin dernier, j'espère qu'il n'a pas en tête que ces mesures difficiles qu'il devrait, paraît-il, prendre au deuxième semestre 2021 concernent, outre la réforme des retraites, mais surtout l'obligation vaccinale. Parce que si d'aventure Macron se lançait dans l'obligation vaccinale, je pense que ça pourrait tourner très très mal, et pour lui, et pour la société française. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il y a encore 50% des Français qui ne se sont pas fait vacciner. Or, pour ne pas s'être fait vacciner à ce stade, alors que matin, midi et soir et la nuit, depuis des semaines et des semaines et des semaines, on peut dire quasiment depuis le début de l'année, on nous serine qu'il faut aller se faire vacciner, on nous menace des pires conséquences, ça veut dire qu'il y a un socle dur en France, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays, que l'on peut peut-être estimer à 35 ou 40 ou 45% de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Et si Macron veut engager une épreuve de force, je pense qu'il doit y réfléchir bien longtemps à l'avance parce que ça pourrait amener à une conflagration politique et sociale gigantesque en France. Je ne le souhaite pas. J'espère que personne ne le souhaite. Mais nous devons tous garder l'œil vigilant. Nous avons le droit inaliénable de refuser d'être vaccinés et nous avons le droit inaliénable de refuser toute idée de contrôle des populations sous forme de passe sanitaire. En attendant, en 2022, ce sera un des grands débats qu'il y aura pendant l'élection présidentielle et pendant les élections législatives. Et l'UPR mettra ce débat-là au sommet de ses priorités. Vive la République et vive la France.